Salut tout le monde, on se retrouve pour le quatrième épisode de Zone de ravitaillement, notre hebdo vélo qui colle à l'actu. Donc cette fois, on n'est pas avec Fanzone, car il présente ses examens, sinon on aurait été tous les trois. Mais on lui envoie plein de force, plein de bisous. Et on a quand même la chance, même l'honneur d'être avec Paul le si peu des temps. Paul, comment ça va? Tu pas trop fatigué? J'ai vu que tu rentrais hier du Tour de Cologne. Tu as pas mal enchaîné ces derniers temps, donc comment ça va? Et j'espère que tu as bien kiffé sur place. Raconte-nous un peu ça. Ça va très bien, ouais, un peu fatigué, je t'avoue, parce que, ouais, je suis rentré assez tard hier du Tour de Cologne. On a pas mal enchaîné dernièrement sur les épreuves. J'étais jeudi dernier sur le circuit de Wallonie et là, ce week-end, c'était le Tour de Cologne pour la 4e fois, de ma carrière, plus dans le rôle, pour habiller les lignes d'arrivée et cetera, mais j'en ai profité pour, filmer quelques petits contenus que j'essaierai de sortir plus tard et effectivement, ça m'a permis aussi j'ai suivi, la première semaine du Giro et hâte aussi de parler de cette deuxième semaine avec toi. Trop bien mec, trop hâte de voir, ta capsule. J'adore toujours le contenu que tu fais sur les coulisses. Je vais vous présenter rapidement le programme, hein, qui change pas d'habitude. La première partie, donc c'est une review de la semaine, c'est moi qui vais la présenter. En gros, l'idée, c'est de revenir sur ce qui s'est passé sur la planète vélo, avec évidemment cette semaine en point central, le Giro. Ensuite, là, ça va être, le tour de Paul, une petite review de la semaine. Qu'est-ce qu'on va avoir à suivre, de beau en vélo? Et enfin, la troisième partie, donc d'habitude, c'est un petit débat. Là, on a changé un petit peu et pour vraiment coller à l'actu, on s'est dit qu'on allait présenter nos takes, nos conclusions hâtives sur le Giro. Qu'est-ce qu'on retient de cette première semaine, quitte à se mouiller un peu, voire un peu trop. Donc voilà, hâte de voir, ce que ça nous réserve. Surtout, la semaine qui arrive a l'air très sympa avec les 4 jours de Dunkerque où en plus, tu seras peut-être sur place, donc j'ai hâte que tu nous présentes tout ça dans la deuxième partie. Mais je propose qu'on passe direct à la première partie, donc la review de la semaine vélo. Donc en point d'orgue, 6 étapes du Giro. Personnellement, j'ai bien pris mon pied, bien plus que les 3 jours d'avant, en Bulgarie, si je dis pas de bêtises. Je trouve qu'on a vraiment eu du beau vélo. On a eu quelques étapes, on va dire, un peu punch, avec notamment Narvaez qui ramène, 2 victoires. Sur la quatrième étape, donc celle, de mardi, il a devancé, Luis Alouar dans un sprint, où la Movistar a avancé un peu trop tôt après un super taf qu'ils avaient fait dans les cols. Ciccone Maïro, ça c'était vraiment très, très beau. Moi, j'ai kiffé le voir en rose. On a eu une autre étape, typée puncher très sympa, donc arrivé à Fermo, avec pas mal de petites bosses, avec des passages très, très raides et c'est à nouveau Narvaez qui s'est, imposé après un énorme taf de Bjerg et il a surclassé donc Eknessund, dans la dernière difficulté. Et surtout, pour moi, ce qui a été la meilleure étape de la semaine, ça devait pas être la plus fun à courir par contre. C'était l'étape, de folie qu'on a eue, sous la pluie, où Arrieta l'a emporté, après pourtant être chuté dans les derniers kilomètres. Puis son comparse, Eulalia est aussi tombé. Ensuite, Arrieta s'est trompé de route. Il a quand même réussi à revenir sur Eulalia et à s'imposer. Mais, le Portugais a pas tout perdu puisqu'il a récupéré, le maillot rose avec plus de 6 minutes d'avance, donc un matelas assez confortable pour un bon grimpeur. Donc c'est vraiment une étape de folie à tous les égards. Et enfin, dans cette dernière lignée, donc je voulais évoquer donc la sixième étape, c'était un sprint, donc à Naples, où on a eu malheureusement une chute dans le dernier kilomètre avec un secteur pavé et avec notamment, Groenewegen et Milan qui sont allés à terre, Magny qui a été ralenti et c'est donc Ballerini qui s'est imposé devant Stuyven et Magny qui nous sort un sprint de mammouth et qui remonte une quinzaine de personnes pour terminer troisième. Donc honnêtement, c'était un bloc d'étapes, très sympa. Moi, j'ai vraiment, j'ai passé du bon moment devant chaque étape. Je sais pas toi, Paul, ce que tu as pensé de ces différentes étapes et est-ce qu'il y a un ou plusieurs trucs qui t'ont un petit peu, marqué ou qui t'ont intéressé? Ouais, bah, tu as bien résumé en tout cas cette première semaine de Giro. C'est vrai que les 3 premières étapes, bon, on n'avait pas été très emballés. Pour tout avouer aussi, j'avais allumé mes écrans seulement pour suivre les sprints passifs et les 2 premières victoires de Paul Magnier. Hem, Après dans la semaine, c'était plutôt intéressant. Ça a été rendu compliqué avec aussi la météo, la pluie qui a causé aussi pas mal de dégâts. Je pense que moi, l'étape phare, de cette semaine, c'est l'étape, où, Igor Arrieta s'impose en échappée devant Afonso Lalio. Cette étape, en vrai, bon, on est content parce que du coup, entre les 2, entre Igor Arrieta et Afonso Lalio, au final, il y a eu plus de peur que de mal. Enfin, les chutes, elles lui auront pas causé de tort par la suite sur ce Giro. Cette étape-là, en vrai, elle est exceptionnelle parce que tu as Igor Arrieta qui chute. Ensuite, c'est au tour d'Afonso Olaio. Ensuite, bah, ils arrivent à se regrouper. Ensuite, Igor Arrieta, il tire un peu loin, donc malheureusement, il quitte le tracé, donc il perd un peu de temps pour revenir. Et dans le final, le sprint, ouais, de Mammouth, sprint, de rat mort, à la fin.
où c'est Igor Aleta qui remporte l'étape. En vrai, ça nous a fait pas mal vibrer et en plus, cette récompense derrière d'Afonso Lario qui vient chercher le maillot rose, bah, au terme d'une journée, en vrai, c'est mérité. Bah, le peloton les ont laissés bien, bien naviguer avec beaucoup d'avance, devant. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir dessus avec l'avance qu'Afonso Lario compte désormais au classement général devant Vingegaard et effectivement, aussi, il y a eu cette étape, c'est arrivé à Naples aussi qui m'a pas mal marqué, ouais. C'est vrai que ce virage dans les 400 derniers mètres, où tu as la moitié des 10 premiers coureurs qui chutent, où tu as Dylan Groenewegen qui emporte, avec, son poisson pilote, Unibet Rose Rocket, il tombe à 2 je crois et tu as Paul Magnier qui déclipse, qui a failli glisser et au final, bah, il remonte mais d'une puissance, phénoménale. Bah, il y avait clairement la gagne dans les jambes et même lui, il l'a avoué, que ça soit le matin même de l'étape et même après en disant que c'était l'étape, qu'il avait ciblée depuis le départ de ce Giro. S'il en voulait une, c'était celle à Naples parce qu'elle cochait toutes ses caractéristiques. Bon, malheureusement, c'est qu'une 3e place, mais c'est une 3e place qui est solide aussi pour les points, pour le maillot cyclamen parce qu'au final, Jonathan Milan, lui, bon, il a chuté, mais je crois aussi sans grande gravité, mais lui, au moins, il n'a pas pu, se batailler ouais, pour ce sprint. Mais donc c'était très sympa et après bon, tu parles des enseignements des étapes de montagne où les 2 premières victoires de Vingegaard avec un Félix Gall, très fort finalement, très fort. Ouais, Voilà un petit peu. c'est ça, du coup, l'étape 7, c'était l'arrivée au Blocos. On a eu une première donc 1er combat entre les favoris, donc victoire, comme tu dis, de Vingegaard. Giulio Pellizzari qui a tenté de le suivre, c'était quand même assez sympa à voir, même s'il a pété au bout d'un kilomètre, mais au moins il a osé. Félix Gall qui lui l'a laissé partir assez vite et remonté. Moi ce que j'ai aussi noté, c'est que Mas et Bernal sont pas dans le coup et qu'on a quand même comme vrais contenders, c'est Arensman, Hindley, Storer, le Français Mathis Rondel, Derek Dy aussi. Et ça c'est quand même, on va dire, c'est quelque chose qu'on a retrouvé sur l'étape d'après. Donc victoire de Vingegaard et Gall 2e plus fort. Félix Gall a osé faire rouler toute son équipe, c'était quand même osé et honnêtement, ça a été une belle réussite. Ça restera serré avec Pellizzari qui a une nouvelle fois explosé. Donc ouais, toi tu disais que c'était quoi un peu ce que tu avais retenu de ces 2 premières étapes de montagne? Bah, l'enseignement, c'est qu'effectivement, moi, mes pronos, en tout cas, je m'étais planté, tout simplement, parce que j'avais mis, Pellizzari 2e et un Bernal 3e, au classement général sur ce Giro. Bon, on peut pas toujours avoir raison, je pense que, bon, Bernal, le podium, on peut y mettre une croix finale, je pense, sans trop présager de ce que je dis et Pellizzari aussi, en vrai, belle déception parce qu'au global, au général, quand on faisait toutes nos previews, avant le Giro, on voyait un Pellizzari, en solide, 2nd derrière, Jonas Vingegaard et au final, on se rend compte que dès la 2e arrivée au sommet et encore c'est pas la plus difficile des étapes sur ce Giro, bah, on se rend compte qu'il est en difficulté. Un Félix Gall qui je pensais pas aussi fort. Je le voyais on va dire en 4e place, au départ de ce Giro. Au final, il surprend. Même je pense qu'il se surprend un petit peu parce que je pense sur cette première arrivée au sommet, il ose pas essayer de suivre, les Vingegaard, les Pellizzari. Alors que peut-être que s'il avait eu plus de confiance dès le départ de ce Giro, il aurait peut-être essayé de les suivre. Au final, bah, il finit qu'à une dizaine, une poignée de secondes de Vingegaard. Là où du coup, il gagne de la confiance sur cette 2e arrivée, en altitude, hier et où lui-même, il passe à l'offensive. Tu as Vingegaard qui le suit, bon, tu te rends compte tout de même aussi que Vingegaard est quand même, un demi-pied, on peut pas confirmer pour le moment, mais au moins un demi-pied au-dessus de Félix Gall parce que, bah, il le maîtrise, il lui laisse toujours à une dizaine de secondes, derrière lui. Il vient chercher les 2 premières arrivées, en altitude donc Vingegaard est quand même, l'homme fort de ce Giro, ça on n'en doutait pas trop. Et derrière, au final, bah, Pellizzari, du coup, avec ses défaillances, j'y pensais pas trop, mais du coup, un Jay Hindley qui devrait vraisemblablement être, le leader au général pour cette équipe, Red Bull Boranzo. C'est ça, Pellizzari qui était arrivé en tant que 2e favori. Bon, il est un petit peu en plus en retrait que ce que beaucoup pensaient. Bah, c'était Lefty O'Sullivan qui dit, Hindley va finir devant Pellizzari. Effectivement, il l'avait annoncé et c'est peut-être ce qui va se passer. Même si avec un mec aussi jeune que lui et aussi talentueux que Pellizzari, on peut pas non plus trop lui en vouloir et je suis assez d'accord avec la take de Pogačar qui disait que Vingegaard est en gestion et on n'a pas l'impression qu'il est à 110. C'est peut-être faux, mais quand on le voit attaquer, quand on le voit rouler, on a l'impression qu'il est déjà en gestion, comme s'il savait qu'il avait la marche suffisante pour gagner quoi qu'il arrive
et notamment, bah, on va évoquer ça dans quelques minutes, mais avec le chrono, où il risque quand même de creuser, sur Félix Gall. Et donc ouais, je suis assez d'accord avec, tout ce que tu as dit. Et effectivement Bernal un petit peu décevant, mais c'est particulier avec sa grosse chute. Et il retrouvera jamais son niveau, de 2019 malheureusement. Et voilà, je voulais aussi évoquer rapidement donc le Tour de Hongrie, qui a été remporté donc par Söderqvist, qui a profité, on va pas se mentir, d'un petit scandale sur l'avant-dernière étape où, donc il y a eu un tour de circuit qui a carrément été annulé parce qu'il y avait des conditions météo qui étaient catastrophiques. Donc c'était bien normal d'annuler ce dernier tour. En revanche, dans ces cas-là, c'est la première fois de ma vie que je vois qu'on ne gèle pas les temps. Et du coup, Söderqvist qui se retrouve à prendre le maillot de leader à la dernière étape, alors qu'il allait sûrement l'avant-dernière étape, alors qu'il allait sûrement ne jamais l'avoir, ne jamais gagner l'étape. Et Benoît Cosnefroy qui du coup était en position pour gagner ce Tour de Hongrie, qui se termine 2e donc devant Luc Plapp et Julien Leclerc. Je sais pas si toi tu as eu trop l'occasion de suivre comme tu étais pas mal en déplacement, mais si tu as pu checker un peu, qu'est-ce que tu as pensé de cette dinguerie? Ouais, bah, j'ai suivi au loin. Je t'avoue que je me suis jamais réellement connecté sur le Tour de Hongrie, mais je rematais au moins le dernier kilomètre. À chaque fois, j'ai vu les victoires de trois étapes de Merlier, et effectivement, cette dernière j'ai vu aussi, bah, du coup, la victoire de Cosnefroy qui a été longtemps leader, me semble-t-il. Et ouais, cette dernière étape courue sous la pluie, c'est vrai que je suis d'accord, je te rejoins totalement en disant que, bah, habituellement, on gèle les temps au classement général lorsque, bah, si jamais on devait amputer une étape, et ça a été le cas, sur cette, dernière étape du Tour de Hongrie, bah, qui a souri pour le coup, à l'échappée, mais qui en vrai un peu tué le spectacle, enfin, j'y vois pas trop de sens dans cette, du fait qu'on gèle pas les temps. Je pense que, c'est peut-être pas la meilleure des décisions de la part de l'organisateur, d'avoir maintenu les temps au général. À la limite, tu conserves cette victoire d'étape pour, Sodervist, mais bon, tu gèles le classement général. Là, c'était un peu incompréhensible au final, cette décision. Moi aussi, je trouve dans ces cas-là, des fois, on annule l'étape. Sur la Volta l'an dernier, quand Pidcock, sur l'étape Treponti ne gagne pas l'étape, je trouvais ça très, très dommage. En revanche, je comprends pas que les temps soient pas gelés. En vrai, c'est un petit scandale et j'ai vu aucun bon argument, dans le sens de laisser, gratuitement, le mec, gagner le Tour d'Hongrie comme ça, quoi. Il est même pas hongrois en plus, donc il y a pas à dire que c'est l'arme pas de nos vents. Oui, j'ai pensé à ça. Ça comme ça. Et puis, ben, je te propose qu'on passe, tout doucement vers la deuxième partie, donc la preview, de la semaine. Ouais, exactement. On va évoquer, les étapes de cette seconde semaine du Giro, et on a déjà parlé un petit peu en préambule, en parlant un petit peu de Jonas Vingegaard, du fait qu'il en avait gardé un petit peu sous la pédale, puisque là, dès demain, on va reprendre avec un chrono, le seul chrono de ce Giro, 42 kilomètres au programme. C'est assez plat, me semble-t-il. Donc pour les purs spécialistes, bah, comme Philippe Oganas, c'est l'occasion d'aller chercher, son étape, annuelle sur les routes, du Giro, même si il est plutôt là en équipier de luxe en général pour les Timo Arensman, les Egan Bernal. Là, il va avoir enfin l'occasion de briller, à son compte. Et puis aussi, bon, on a le petit espoir, quand j'ai vu la start list, au départ pour la Groupama FDJ, je me suis dit: «Bon, bah, s'il y a une étape où tu peux avoir un petit espoir de podium, pourquoi pas aussi avoir un Rein Cavagna qui», je crois qu'il a performé en début de saison sur les chronos, il est revenu à un bon niveau. Donc bon, on espérera une bonne performance de sa part. Et effectivement, est-ce qu'aussi, au niveau des favoris pour le classement général, je pense qu'on aura un Jonas Vingegaard qui sera en position de force, parce que c'est un exercice, l'exercice chronométré est quelque chose qu'il maîtrise, plutôt bien. Et je pense qu'on le Exactement. retrouvera, sur le podium, top 3 à l'arrivée de ce chrono, en reprenant pas mal de temps aussi au classement général sur des coureurs un petit peu moins spécialistes. Je pense à du Félix Gall, je pense aussi à du Mathis Rondel, qui lui-même l'a avoué que c'était pas les exercices chronométrés qu'il affectionnait le plus. Mais Jonas Vingegaard, là, lui qui évolue pour le moment avec, plus de 2 minutes 30 de retard sur Afonso Laio, qui, c'est vrai qu'on l'a peu rappelé, mais qui est pour le moment leader à l'issue de cette première semaine. Il avait quasiment 6 minutes d'avance. Il en a déjà écumé, la moitié, même si je trouve qu'il se combat plutôt bien. Hier, il fait cinquième à l'arrivée. Donc non, curieux, parce qu'Afonso Laio, on n'a pas beaucoup non plus
de résultats pour lui sur ses chronos. On ne connaît pas Ouais. sa réelle capacité d'aller faire un bon temps, d'aller signer un bon temps à l'arrivée de ce contre-la-montre. On verra. Je pense que, sans se mentir, ça m'étonnerait que Vingegaard vienne lui chercher 2 minutes 30 demain, mais je pense que Vingegaard pourrait faire un très gros rapproché, dans tous les cas, au général et qui serait vraiment dans les pas d'Afonso, Eulalio. Je sais pas si du coup tu veux évoquer cette étape? Que Vingegaard, il lui reprenne le maillot, hein. J'ai regardé un peu les temps. Ils en ont parlé aussi sur les rois de la pédale hier. Il y a un vrai monde où, Vingegaard, il lui reprend 2 minutes 30. Ouais, non, mais c'est possible. C'est possible. Après, ouais, est-ce que du coup, le fait que on l'a vu hier, Afonso Lallo, il s'est déchiré pour aller conserver, enfin pour aller, perdre le moins de temps possible à l'arrivée. Je pense qu'il aura à cœur encore de sortir le chrono de sa vie, demain sur le Giro pour encore évoluer en rose le lendemain. 2 minutes 30, je trouverais une addition très salée, mais c'est vrai il y a des coureurs qui, au classement général, qui vont prendre la minute, plus de la minute, 1 minute 30. Il va y avoir des coureurs qui vont perdre, encore une fois 1 minute 30, 2 minutes au classement général face à Vingegaard, demain, je pense. Ah ouais, là, je pense qu'il y en a même un ou 2 qui vont prendre, 3 minutes, 3:30. Ça peut sur 42 kilomètres, si tu es pas dans un bon jour, ça peut vraiment être, très, très compliqué. Ça va dépendre du vent aussi, c'est le long de la mer, Ouais, donc très il va jouer un clairement. rôle. À voir, j'espère que, bah, très honnêtement, pour le spectacle, j'espère que, bah, Félix Gall, malheureusement, qui lui n'est pas du tout, un spécialiste du chrono, j'espère qu'il va limiter la casse parce que moi, j'ai envie qu'on conserve du suspense jusqu'à la fin de ce Giro. Ça serait dommage que le suspense soit tué sur le seul et unique chrono. Après, heu, ça fait plaisir de retrouver un contre-la-montre aussi long. C'est assez rare ces dernières années à souligner Ouais, c'est ça. Mmh. sur les grands tours. Ce qui fait que, bah, en fait, si tu veux remporter un grand tour, faut être le plus régulier, le plus complet aussi. Mais ça serait dommage que demain, Félix Gall soit à 4 minutes, de Vingegaard, bah, bah, ouais, on serait un petit peu déçus pour la suite de ce Giro parce qu'actuellement, bah, on est d'accord que le seul qui puisse, éventuellement mettre en difficulté Vingegaard, bah, actuellement, c'est l'Autrichien qui est aussi, une demi-jambe, au-dessus des autres. Après on enchaînera avec, la 11e étape, une étape, bien, bien escarpée avec, tu l'as dit aussi dans le document que tu m'as envoyé, mais quasiment 3 000 mètres de dénivelé positif, donc une étape qui va faire très, très mal. Bon, bah, les sprinters ne passeront pas évidemment, mais encore une belle chance, pourquoi pas pour une échappée, de se développer. Je pense que justement, si un Vingegaard reprend beaucoup de temps la veille, je pense que l'équipe Visma, elle laissera l'échappée filer. Là, maintenant, les coureurs qui vont prendre l'échappée seront très loin au classement général, donc il y aura peu de chances d'aller récupérer un maillot rose, au bout. Donc ouais, curieux de voir. Est-ce que c'est encore un UAE qui va les s'imposer en échappée? En vrai, j'ai vu la stat, passer sur les réseaux, mais je crois sur les derniers grands tours, 78 de victoire d'UAE en échappée, que ce soit pour le classement général, ils sont là en règle générale, mais en échappée, ils sont là aussi, donc c'est très frustrant, je sais pas ce que tu vois? Pitié, pas UAE. Je suis d'accord avec toi, j'en peux plus de les voir gagner même les échappées. Mais en vrai, si Vingegaard pique le maillot rose, il y a un vrai monde où il veut le laisser. Si c'est Eulalia, normalement, il y a aucune chance de le récupérer. Mais ouais, moi j'ai vu Scaroni qui s'est bien accroché alors qu'il sait qu'il ne fera pas, un podium ou un top 5. Peut-être qu'il a dans la tête de récupérer le maillot rose à un moment. Il est encore placé. J'ai pas Faut vu à voir combien de avec lui. temps. Ah, il est ah, c'est vrai qu'il est à 4:43, donc ouais, c'est encore tout à fait, envisageable. C'est le seul, c'est vrai qu'on va dire, je vais pas ça va être fort de dire ça, mais quasiment intrus dans ce top 10, même si c'est un top coureur. C'est vrai que sur les classements généraux, on l'a jamais, vu essayer de se jauger sur les classements généraux. Il me semble que c'était pas non plus un des objectifs, au départ de ce Giro et c'était plus pour un Lorenzo Fortunato, mais qui lui, au final, n'est pas présent sur les routes du Giro. Je pense de base, il voulait se tester. Donc, je sais pas s'il y a eu un changement de dernière minute ou s'il est blessé peut-être, j'ai pas Ouais, suivi, il est pas en forme, mais Scaroni, lui, il est vraiment, très en forme, hein. Sur l'étape de victoire d'Arrieta, il me semble il termine 3e. Il avait aussi emmené le sprint pour Silva quand il a repris son étape. Scaroni est vraiment très, très en forme. Il a pris son étape l'an dernier. Moi, j'aimerais beaucoup qu'il puisse avoir la chance d'avoir le maillot rose, même ne serait-ce qu'une journée comme tu connais. Ça serait sympa quand même. ouais, clairement et en plus, même moi, bah, j'ai fait une petite capsule aussi sur mes réseaux. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu, autant de leaders, au classement général sur un grand tour. Le maillot rose a pas mal bougé des pôles. Bon, bah, là, le fait que
que Lalio ait pris, 4 et 6 minutes d'avance sur la plupart des autres coureurs. Bon, bah, là, ça a mis un frein aussi aux velléités de chacun. Mais c'est vrai que c'est cool de voir des coureurs, évoluer avec le maillot rose et se surpasser derrière avec ce maillot. Du coup, ensuite, on enchaîne avec cette, 12e, étape. Il y a quelques difficultés pendant la journée. La question, ça va être: est-ce que les sprinters vont réussir à passer ces difficultés pour essayer de se jouer la victoire à l'arrivée? C'est possible qu'il y en ait certains qui sautent, possible que d'autres qui résistent. Je ça va être plutôt intéressant. Est-ce qu'un Paul Magnier, pourrait, passer et jouer, une troisième victoire? Ou alors, avoir un scénario un petit peu similaire où tu as du Orlu Solar qui, lui, sur ce Giro est le pur sprinter qui, lui, passe bien les bosses et et qui tourne aussi autour d'une très belle victoire, ces dernières années, bah, sur le Giro ou même sur la Vuelta, si je dis pas de bêtises. Il évolue toujours, pas trop loin, enfin, il fait toujours des petites places et il tourne autour d'une victoire d'étape, donc c'est vrai qu'il pourrait peut-être aller en chercher en fin une. Mais, c'est très difficile, j'avoue, à pronostiquer cette étape, mais je dirais que ça arriverait quand même plus ou moins sur un sprint. Je sais pas ce que tu en penses? Ouais, je serais surpris que Groenewegen arrive à passer. Mais par Mmh. contre, tous les autres, c'est possible. Même Milan grimpe pas trop mal sur ce Giro. Et si jamais il y a un vrai rythme qui est mis, pourquoi pas, Orlou Salouar ou, Tobias Andresen, qui grimpe très bien. Paul Magnier grimpe bien aussi, hein. Donc moi j'ai déjà fait mes pronostics cette semaine, je crois en Paul Magnier, mais je serais pas surpris, comme tu dis, que ce soit un peu trop dur et qu'il lâche finalement. C'est clair. Un peu de nouveauté aussi, ça ferait pas mal, même si moi je suis un grand supporter de Paul Magnay, ça serait beau, qu'il pourrait aller renforcer aussi son maillot cyclamen dès cette 12e étape, effectivement. Et on enchaînera aussi avec, cette, 13e étape qui initialement dans son parcours, c'est très plat, donc on pourrait imaginer qu'on se dirige vers un nouveau, sprint, massif. Mais au final, cet enchaînement de difficultés dans le final, au profil comme ça, à la lecture, quand j'ai vu tout à l'heure, je pensais à un Milan-San Remo, c'est tout plat pendant tout le parcours et à la fin, c'est très difficile. Mais j'ai l'impression que c'est encore plus difficile parce que, il y a l'une des difficultés, bah, comme tu l'as cité dans ton doc, où il est écrit que c'est 3 kilomètres à plus de 8 de moyenne et je pense que sur Milan-San Remo, je sais pas si c'est trop le cas. Donc ça va être très, très difficile et je pense que les punchers vont vouloir, se jouer la victoire. Je sais pas si une échappée pourra aussi aller au bout. C'est possible qu'une échappée aussi prenne rapidement le large et qu'ensuite elle se joue la victoire, mais c'est également possible que, le peloton, arrive, quasiment groupé au pied et que ça soit pour les sprinters même pourquoi pas, bah, tu sais, on n'est pas à l'abri, sur ce départ du Giro, tu avais Vingegaard qui avait attaqué sur la deuxième étape un petit peu dans un scénario similaire avec une arrivée, comme celle-ci. Donc, pareil, je trouve le tracé assez marrant, assez original, qui laisse penser à plein de scénarios différents, donc c'est plutôt cool. Ouais, c'est sympa, on peut avoir une échappée, on peut avoir des sprinters punchers comme Ralouard, on peut avoir des vrais punchers comme, Narvaez, Testen, Scaroni et cetera. Donc ça va être sympa et tu sais, tu disais le chrono ça change. Je trouve qu'ils ont vraiment, pris des risques dans le design, du Giro. On s'amuse pas tous les jours, par contre ça change vraiment. Même le choix qu'ils ont fait de pas mettre d'étape de montagne avant un bout de temps pour que le maillot rose, il change souvent d'épaule, bah, ça a été une vraie réussite, hein. Bah, je suis d'accord avec toi et puis ça maintient aussi le suspense parce que, bah, si tu avais mis peut-être un enchaînement de calls de difficultés dès les premières étapes, peut-être que Vingegaard aurait déjà, 3-4 minutes d'avance au classement général. Là, au moins, on ça monte crescendo. On a des premières arrivées, au sommet. Je m'attendais pas à beaucoup d'écart au sommet du blocos. Ça a été le cas. Petit à petit, on commence à décerner les favoris pour le général et ça laisse, comme tu dis, plusieurs opportunités pour les échapper, plusieurs opportunités pour les coureurs d'aller chercher, le maillot rose puisque le peloton laisse plus ou moins bien naviguer. Donc c'est vrai que, bah, ça laisse, plusieurs types de surprises. Personne n'aurait pu pronostiquer un départ de Giro comme ça a été le cas avec les victoires de, bah, Magny, on pouvait imaginer, mais un Thomas Guillermo Silva, je pense qu'il y avait pas grand monde qui était là pour le pronostiquer au départ de ce Giro, même un Eulalia qui revêtit le maillot rose. Il y a aussi la belle histoire avec un Giulio Ciccone aussi qui l'a porté malheureusement lui le temps d'une journée. Mais oui, on a des belles petites histoires en tout cas sur ce Giro depuis le départ.
Donc c'est plutôt intéressant et justement tu parles que ça monte crescendo et c'est le calme avant la tempête parce qu'on enchaîne avec 2 étapes qui sont plutôt indécises dans leur scénario et on enchaîne avec cette première qui pourrait être déjà l'une des étapes reines de ce Giro avec enfin un enchaînement de cols et de difficultés, dans cette journée. J'ai un niveau, d'italien, d'anglais qui est pas terrible, mais ça va pour le moment. La première montée, c'est Saint-Barthélemy. Ils vont du côté de Doux après, mais ça, c'est des plus petites difficultés. Lin Noir, montée de Vergogne et pour à la fin, monter, la montée du Pilat, me semble-t-il. Donc Là, au Pisa, là, ouais. ouais, puis là, je lis donc un bel enchaînement de difficultés. Il commence déjà avec un beau menu dès le départ de l'étape. C'est 6,5 kilomètres, non 15,8 kilomètres pardon, avec, des pourcentages qui oscillent entre 6,5 et 13. Donc déjà, il faut avoir les grosses jambes pour prendre l'échappée dès le départ de ce Giro. C'est vraiment les purs grimpeurs qui vont pouvoir essayer de s'échapper, essayer de se jouer la victoire. Mais je pense que c'est une étape typiquement pour le classement général. Je vois mal une échappée se jouer la victoire au sommet de Pila. Et puis du coup, cette montée finale, 16,5 kilomètres avec des pourcentages qui oscillent entre 7,1 et 11% de moyenne. Ça va faire très, très mal aux pattes. Et là, il va y avoir des écarts. Et alors, il va y avoir des écarts, mais c'est quand même très, très régulier. Donc moi, j'ai peur qu'il y ait des mecs qui restent beaucoup dans l'aspiration. Donc faut voir. Mais c'est vrai que je crois qu'il y a plus de 4 000 mètres de dénivelé positif. Donc ça va être une sacrée étape à suivre, hein. Et il va falloir, se chauffer sur les rouleaux parce que tu pars, tu es directement en prise pour, quasiment 20 bornes. Mmh. Et c'est vrai que bon, ça va faire des écarts, peut-être oui et non, comme tu dis. Mais en tout cas, c'est une étape où, il y a des coureurs qui vont peut-être perdre le général aussi, tu vois? Enfin, ça va peut-être définitivement écarter des coureurs comme Bernal, définitivement de toute chance de bien figurer dans le classement. Bon, même si là, le podium, on l'imagine plus, mais potentiellement un top 5 voire un top 10 ça pourrait peut-être même l'écarter de tout ça. Mais ouais, faut être en forme pour cette étape. Là, c'est au milieu, tu es foutu. Ah ouais, parce que tu vas être tout seul dans la vallée, ça va être infernal. Tu vas certainement, prendre le vent et devant, il y aura un bon petit groupe, autour des leaders du classement général. Mais ouais, voilà, enfin, un gros menu sur cette étape et même si, je pense qu'il faudra attendre la dernière difficulté effectivement pour avoir les grosses attaques pour le général, il pourrait avoir, déjà quelques pertes et les jambes très lourdes après un départ tonitruant, comme c'est annoncé sur cette étape. Ouais, ça va être fou. Et justement, à la fin, pour conclure, cette fin de 2e semaine, après un menu très intense la veille, on retrouve, un tracé tout plat qui mène, les coureurs, du côté de Milan. Du côté de Milan, une étape, réservée pour les sprinteurs. Il faudra faire attention, bien cadenasser, les potentielles velléités des échappées. On sait que tout le monde aura un peu les jambes lourdes la veille, même les sprinteurs, au final, ça va être ils vont l'avoir un petit peu dur la veille, même s'ils vont se constituer un petit gruppetto. Il faudra bien se réveiller, justement, après avoir combattu tous ces cols la veille et ouais, arriver toute plate. On retrouvera les principaux sprinters comme on l'a vu depuis ce départ du Giro. Moi, j'en comptabilise 4, 4 gros poissons sprinters. Forcément Paul Magnier, porteur actuellement du maillot cyclamen au départ de cette 2e semaine. Du Jonathan Milan qui, pour moi, est le gros concurrent de Paul Magnier et juste derrière des coureurs comme, Dylan Groenewegen ou du Tobias Kontandresen qui sont vraiment, qui sont aussi à la recherche d'une victoire d'étape et c'est vrai qu'il n'y a pas non plus, sans occasion pour les sprinters non plus de briller sur ce Giro et pour le moment, c'est Paul Magnier qui a toujours tout remporté donc je pense que les autres auront à cœur, d'aller chercher une étape. Jonathan Milan n'a toujours pas fait une croix sur le maillot du cyclamen parce qu'on l'a vu, prendre des échappées pour aller chercher des points et se rapprocher de Paul Magnier qui lui fait une croix, complète sur les échappées, sur les sprints intermédiaires. Lui, il décide tout de miser sur les arrivées massives. Le maillot cyclamen, Ça y est, hier, il a commencé à essayer de prendre l'échappée et là, je l'a il ouais, c'est obligé de faire des tâtes, hein, et Milan a attaqué, 4-5 fois, enfin, c'est même plus. Magnier, il a pas lâché d'un centimètre, quoi. Il lui a dit: «Si tu veux en échapper, je serai là». J'y vais, enfin, il faut aller, il a changé de fusil d'épaule et il cherche à ramener ce maillot, à Rome et c'est une bonne nouvelle. ouais, donc il laissera pas tout faire, mais du coup, ce sera une étape décisive pour ce maillot cyclamen avec cette arrivée, à Milan.
Ouais, bah, ça c'est clairement le pivot, hein. Si Milan, il se foire une nouvelle fois, je pense que l'écart sera trop important. Par contre, s'il gagne et que Paul, a un souci, ça va tout relancer. Donc voilà. Mais moi, Milan, il mériterait peut-être d'aller gagner son étape quand même, hein. Ce serait tant que c'est pas Groenewegen qui l'emporte, moi je suis content. Ouais, 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 même si, moi je comprends là où tu veux dire, mais je pense que Groenewegen, bah, mine de rien, sur une, grosse forme, pardon, j'ai tout perdu mes mots. Grosse forme depuis le début de saison, c'est pas impossible qu'il vienne gagner, une étape sur ce Giro. Tout à fait. Mais ouais, voilà, on a fait un petit peu le tour sur cette 2e semaine. Heu, Au final, on en tire avec, une grosse étape de montagne. Un chrono décisif aussi pour le classement général. C'est vraiment ces 2 étapes qui vont être décisives pour cette, 2e semaine. Avant une 3e semaine, on retrouvera davantage d'étapes, de montagne et des arrivées aussi très indécises, où on ne sait pas si des échappées, voire des sprinters qui passent bien les bosses peuvent aller s'imposer, par la suite et une étape toute plate pour terminer cette 2e semaine. Bah, à nouveau une 2e semaine qui va plaire un petit peu, à tout le monde, à tout type de coureur. Donc on va voir un petit peu tout le monde évoluer, à son avantage sur cette 2e semaine de Giro. C'est ça. On verra beaucoup de coureurs, c'est sympa. Et voilà, je te laisse la main pour la suite, je pense qu'on a fait un peu le tour du Giro, mais si tu avais d'autres, points à voir. Ouais, non, le Giro, on a été très exhaustif. C'est donc là, on vous avez une belle vision de ce qui va nous attendre cette semaine. Ça va être cool à voir. La semaine pro, on a aussi donc les 4 jours de Dunkerque. Ça va être sympa à suivre. Donc maintenant, c'est un chouïa différent par rapport aux années précédentes. Enfin, ça a changé depuis 1 an. C'est qu'il y a plus que 5 étapes et pas 6 et tu en as une qui est devenue donc la première une classique. Donc c'est la classique de Dunkerque 2026. Qui est un chouïa plus difficile que l'an dernier, puisqu'on va arriver au sommet du mont Saint-Éloi avec 500 m à 5 de moyenne. Voilà, ça va être sympa, ça va être pour les sprinters, punchers. Ensuite, on va enchaîner directement avec les 4 jours de Dunkerque qui sont courus sur 5 jours. On a 5 étapes avec des profils assez variés, des étapes pour sprinters, des étapes pour punchers, des étapes avec des pavés. Donc c'est vraiment, ce qui se fait classiquement, sur les 4 jours de Dunkerque, classique, typique des parcours de ce qu'on peut faire dans le nord de la France et notamment, donc moi, ce que je vais suivre avec le plus d'attention, c'est les 2 étapes pavées, une, sur les routes de Paris-Roubaix ou l'étape de la Trouée d'Arembert, et une à Cassel, qui va être quand même très, très punchy. Donc Cassel, là où il y a les championnats du monde il y a 3 ans maintenant, sont remportés par Madouas. Sur la start list, on a quelques beaux noms avec Lewis Askew, donc qui était 2e l'an dernier. Jordi Meeus qui, peut-être un peu juste pour le général à cause de l'étape de Cassel, mais qui est quand même très, très bon sur les pavés, comme on l'a vu sur Paris-Roubaix. Pierre Gautra qui est dans une super forme et qui excelle sur ce type de parcours. Clément Venturini, Lamperti peut-être pour, la classique de Dunkerque 2026 et pourquoi pas, des étapes au sprint et voilà, niveau français, on a aussi, Madouas et Coquard, moi que je vais attendre avec beaucoup, heu, avec beaucoup d'attention. Je sais pas toi, est-ce que toi tu vas être sur place pour, normalement pour une partie des étapes? Je sais pas ce que tu à quoi tu t'attends et est-ce que tu comptes nous produire de beau, si tu as la chance d'aller sur place? Ouais, bah, avant ça, tu as cité un bon panel de coureurs et ouais, je voulais faire un petit focus, ouais, notamment sur, ouais, Pierre Gautra qui notamment l'an dernier, s'était imposé sur l'étape des pavés, entre Valenciennes et Famars. Donc pourquoi pas aussi, pour lui jouer un bon classement général. On sait que l'an dernier, c'était Axel Zingli qui avait porté le maillot rose pendant bon nombre d'étapes et qui au final avait chuté dans cette étape reine du côté de, Famars avec s'enchaînement de secteurs pavés, c'était Famars et Kérena qui étaient empruntés, pardon. J'avais déjà suivi cette étape en immersion. J'étais en voiture Shimano et puis on avait vu cette étape avait fait bon nombre de dégâts et ouais, un Jordi Meeus aussi pour les étapes un peu pour sprinter, on l'a vu, je l'ai vu, il a fait 4e hier à Cologne. Il est en forme, c'est un des top sprinters mondiaux qui vient se présenter sur les 4 jours de Dunkerque donc une start list qui est assez homogène. Ça va laisser aussi pas mal de surprises. Le le vainqueur sortant et pas de retour, non, il est pas là que je et pas de la partie. Sam Watson n'est pas là, mais justement l'équipe, Net Company Ineos, ils alignent quand même une belle équipe, tu vois? Je lis notamment du Victor Langelotti sur des étapes, tu sais? Un peu cette arrivée à Cassel en vrai, lui qui aime bien un peu les étapes pour punchy, comme ça, je pense que ça peut aussi pas mal lui correspondre. Tu as aussi du Sam Westford qui, bon, qui si un jour réussit à briller hors, hors Down Under,
pourrait pourquoi pas bien évoluer. Il y a, Enessen qui ont une sacrée belle équipe aussi, du Hofstetter, du Louvel. Non, non, on est et attention aussi, du Antoine Lotte aussi chez et Decathlon aussi. Attention, Gaëtan qui a remporté, bah oui, le région Pays de la Loire, Tour un peu plus tôt dans l'année, en avril. Et aussi en rayon des jeunes, un Mathis Grisel aussi, qui aura vraiment à cœur de briller, dans le coin, donc ça va être top. Une bonne équipe, Groupama FDJ, ils envoient aussi du Valentin Madouas. Je pense que là, ils commencent à envoyer du beau monde aussi sur ce genre de course parce qu'ils voient que ça score pas trop et il y aura du Bastien Tronchon aussi autour. Donc, sur le papier, une bonne équipe Groupama. À voir si ça se transforme enfin en résultat derrière. Donc non, je vais pas tout citer, j'en ai déjà cité beaucoup, mais de très jolie start list, je trouve, sur ces 4 jours de Dunkerque. Donc il y aura de quoi faire. Et là, dans cette deuxième question que tu me proposais, ouais, effectivement, je serai pas présent sur toutes les étapes. Enfin, en tout cas, je pense pas encore. J'ai toujours pas pris ma décision. Mais, heu, mais, je serai là du vendredi et samedi. Vendredi, pour cette étape c'est la Sentinelle vers, Wallers. Bah, c'est un peu une étape du même genre que Valenciennes-Famars l'an dernier. C'est l'étape pavé un petit peu de la veille de de cette étape décisive vers Cassel. Et je serai présent aussi pour l'étape de Cassel. Je ferai des journées logiquement en immersion avec Cofidis, logiquement avec la caravane du vendredi et du samedi, peut-être au plus près des coureurs au départ à l'hôtel le matin et derrière avec un des assistants le long de la route parce qu'en plus c'est une course en circuit Cassel, donc on va voir, les coureurs passer à plusieurs reprises, donc ça va être très intéressant. Donc ouais, non, une belle semaine à suivre sur les 4 jours. Et c'est vrai que ça part un peu mal parce que, je pense qu'il va y aura un peu plus en début de semaine, mais on va finir sur un temps très estival en fin de semaine, donc voilà. Ouais, ça va être super sympa. Moi, c'est vraiment une de mes courses préférées de l'année, toujours super sympa à suivre, avec des profils un chouïa différents de ceux qui gagnent, les classements généraux d'autres courses. Donc toujours moi un gros plaisir, à suivre, ces 4, 5, 6 jours de Dunkerque, selon comment ils courent. Je te propose qu'on enchaîne avec la troisième et dernière partie. Donc d'habitude, on part sur un petit débat. Là, on s'est dit qu'on allait plutôt, proposer donc des textes, des conclusions hâtives, sur le Giro et essayer de tirer donc les premières conséquences, se mouiller, voire se mouiller un peu trop. Je vais commencer, et après ensuite tu pourras enchaîner avec une de tes idées. Donc moi ma 1re idée c'est sur Dulo Ticone, donc qui a quand même porté le maillot, rose de leader et qui a pris la décision et la meilleure décision possible de se relever volontairement et ça va être le grand animateur des 2 semaines restantes du Giro. Il va remporter au moins une étape, moi je vois plutôt 2 étapes et le meilleur grimpeur. Je sais pas si ça t'évoque quelque chose? Si, si, ça m'évoque quelque chose parce qu'il y a beaucoup de gens qui, depuis le départ du Giro, enfin, depuis les premières étapes, s'imaginent qu'au final, bah, Gio Ciccone va jouer le classement général. Moi, je temporisais direct parce que l'an dernier, effectivement, quand il se présente sur le Giro, il est là dans une position pour être leader au au classement général. Sauf que bon, bah, on connaît la suite. L'an dernier, il chute, heu et du coup, il abandonne. Mais, là, cette année, il l'avait dit en mode, bah, c'était pour, jouer les étapes, jouer les échappées. Donc effectivement, on a vu aux 1res étapes, bah, il restait avec les leaders pour essayer de jouer les étapes. Donc bon, bah, on verra bien, mais je le vois comme tu dis dans cette, 2e et 3e semaine. Du coup, bah, là, comme il évolue maintenant en marge du classement général, pouvoir prendre du temps sur les principaux, enfin sur les autres, coureurs dans l'échappée en tout cas. Ouais, ça va être sympa. Je sais pas si toi tu avais une conclusion hâtive à nous proposer? Parlait tout à l'heure d'un Orlu Solar. Je dirais: «Tiens, allez, une étape pour, Orlu Solar sur le Giro», je pense que c'est une belle take parce que c'est loin d'être réalisable. Mais, ouais, c'est possible quand même, surtout quand on voit le parcours un petit peu qu'on a analysé, là, de cette deuxième semaine, ça va être pas mal à suivre. Ce serait beau qu'il en gagne enfin une, hein, parce qu'il est habitué des podiums. Donc effectivement, ce serait une belle victoire et il serait dans la lignée d'un Giro où on voit quand même des nouvelles têtes, émerger, que ce soit Arrieta, que ce soit, Eulaliu, donc quand même ce serait, très, très sympa. Oh, je suis un bot, on me demande de faire un puzzle. Et ouais, attends, je vois aussi pas mal de messages dans le chat, mais parce qu'il y a des gens qui râlent quand on lise pas les commentaires. Ouais, des excuses, en vrai, on vous lit.
on vous lit, même on note un peu la vie, mais comme en fait, c'est un petit montage après qu'on réalise et qu'on met ça sur YouTube. En fait, c'est un live qui derrière se transforme en vidéo YouTube. Donc voilà, toutes nos excuses au fait qu'on lit pas. Je vois que ça râle un petit peu. Bah, on finit encore deux trois takes et après on prend deux trois questions dans le chat et après chacun de notre côté, on ira répondre à nos fidèles. Moi, ce que j'avais noté comme autre take, c'était je la tiens depuis le début, hein, donc c'est pas une take, c'est une conclusion hâtive, mais même extrêmement hâtive. C'est Thymen Arensman va terminer sur le podium du Tour d'Italie. Donc là, on a vu qu'il s'accrochait bien, qu'il était bon en montagne. On sait que c'est plutôt un mec qui monte en puissance et qui est meilleur dans les 3e semaines que dans les premières. Et en plus, donc demain, on va avoir 42 kilomètres de contre-la-montre tout plat où il va vraiment exceller. Donc voilà, je maintiens et je signe Tim Arensman, podium du Tour d'Italie. Ouais, c'est fortement probable. Moi, à la vue, moi, j'avais pronostiqué au départ de ce Giro, j'avais dit, Vingegaard devant Pellizzari, devant, Bernal. Bon, bah, je me suis complètement planté, Bernal très loin, Pellizzari malheureusement il a craqué. C'est pas fini en vrai pour Pellizzari, mais il a déjà perdu quand même pas mal de temps. Là, si je dois refaire un nouveau classement général, allez, je te suivrai un petit peu, je mettrai du coup un Vingegaard en 1, un Gal en 2. Quoique un Gal, ça va être difficile parce qu'avec le chrono, il va perdre pas mal de temps et un 3, ça va jouer avec Arensman et tu auras Giant Hindley aussi un peu dans la compète. C'est ces 3 gars-là qui vont se disputer après les deux dernières places pour le podium de ce général. Et si allez, je devais te mettre une petite take en plus, je sais pas si elle est risquée ou non. C'est pas évident sur le papier, mais comme je suis chauvin, j'ai envie de la présenter. S'il y a un top 5 pour Mathis Rondeul, ça serait exceptionnel, selon moi, en vrai. Ça serait exceptionnel. Ce serait magnifique. Surtout qu'on voit que pour ce début de Giro, il est un peu meilleur que son donc leader désigné, Michael Storer. Donc, selon ce que dit le chrono demain, pourquoi pas, le voir aller chercher un top 10, voire un top 5. Ouais, c'est vrai que le chrono, ça va être, c'est pas du tout un exercice, qu'il affectionne lui-même, il l'a dit. Donc on Il verra a bien. bien bossé dessus, donc pourquoi pas. De toute façon, à part, Arensman, G et Vingegaard, quasiment tout le monde va prendre tarif. Donc Rondel, est-ce qu'il va perdre tant de temps que ça sur, on va dire le tiers 2, les Hindley, les Lizari, les Gall? Je suis pas sûr. Peut-être qu'il va perdre 1 minute, mais c'est pas pour moi, il sera dans le jeu encore. Voilà et allez, je te propose une dernière, take que j'ai faite pour le plaisir de tailler Movistar, qui est un de mes trucs que je préfère faire dans la vie, c'est Enric Mas doit arrêter toutes les autres courses que la Vuelta. Il doit juste courir au mois de septembre. Parce que là, ça devient catastrophique, hein. Hier, je sais pas si tu as vu, il a essayé de suivre, mais il s'est garé, mais c'était à l'arrêt en mode Kiato de l'ancien temps de la Sky qui arrête de rouler. C'était très, très fort et on voit qu'à part sur la Volta, il fait, 3 voire 4 podiums. Par contre, sur le Tour de France, sur le Tour d'Italie, il n'y arrive pas, quoi. Ouais, son premier Tour d'Italie, j'en attendais pas tellement, mais on savait pas du tout à quel niveau on allait le retrouver. Soit on n'attendait rien, soit il pouvait bien évoluer, enfin, évoluer à un niveau podium. Et bah, là, malheureusement, il passe à côté de ce départ de Tour d'Italie, malheureusement. Pour lui, un peu triste ces 2 dernières années pour lui, hein, parce qu'il était privé de Volta l'an dernier et C'est ça, Flibit. Moi je l'attendais, top, 5-6, du Giro, hein, donc je me suis bien foiré. Bon après j'avais fait le malin, j'avais aussi mis Jevine sur le podium, ouais, donc ça je suivais pas du tout, mais Jehoen, s'il arrivait à tenir sur le vélo pendant les 3 semaines, surtout sur un vélo et à frotter pour un classement général. Mais bon, ils ont pas eu de chance en vrai aussi les coureurs, UAE enfin pas eu de chance. On parle sur la chute évidemment. Après, ils ont déjà plus que réussi leur Giro les coureurs UAE et 3 ouais, 3 abandons. ouais, 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 beh, ils ont quoi? Ils ont 3 étapes là déjà? Il y a 2 pour Narvaez et une pour Arrieta. J'en oublie pas une, Ça je crois. et si c'est ça, 3 étapes et en plus Narvaez, on en a pas parlé tout à l'heure quand on parlait du cyclamen, mais il est quand même deuxième du cyclamen et s'il veut se taper une déterre d'aller chercher tous les points en montagne et sur les étapes pour puncher dont on a parlé, cette semaine, ça peut être un candidat, hein. Et ouais, et puis c'est vrai que sur Beaucoup cette plus. C'est vrai que sur cette 2e semaine, il y a pas mal d'étapes, comme on l'a il y a au moins 2 étapes où les arrivées sont assez indécises. On ne sait pas si les sprinteurs vont passer et on l'a vu avec sa belle pointe de vitesse, ouais, il va pouvoir se mêler aux emballages, finales, donc ça va être ça va être intéressant et du coup, je sais pas si tu veux que je t'en file une dernière? C'est comme ça, c'est à la volée, hein. C'est à la volée, je lis depuis tout à l'heure Lennart Van Helvelt et j'ai trouvé que son départ de Giro m'avait plutôt convaincu.
Et allez, une petite victoire en échappée, tiens, pour un Lennert Van Helvelt. Et je signerai pour ça parce qu'il a un peu perdu de temps aussi au classement général. À un moment donné, il pourra peut-être prendre une petite échappée, aller en gagner une, pourquoi pas? Bah, ouais, il un bon début de Giro, on l'a bien vu et heu et heu et ce serait quand même une belle récompense pour la Lotto. D'ailleurs, donc Van qui va changer d'équipe, donc pourquoi pas, partir avec, cette, magnifique, victoire, pour la Lotto et moi du coup, j'avais pensé aussi au fur et à mesure de l'émission, heu, Egan Bernal donc doit arrêter le classement, général et faire comme Ciccone, lâcher volontairement du temps et aller nous chercher des étapes comme ce qu'il a fait sur la Volta l'an dernier. Ça pourrait être sympa aussi. Ouais, ouais, carrément, c'est beau. Et un objectif qu'il pourrait faire, surtout qu'en plus tu as un Arensman qui, au final, ça va être le leader pour le classement général. Après, il faudra faire attention parce que je pense que Bernal, maintenant, va vouloir peut-être épauler un peu Arensman, pour le général, mais je pense qu'il y aura des étapes aussi qu'il va pouvoir cibler et pouvoir peut-être prendre l'échappée aussi. Donc ouais, c'est pas impossible qu'il aille chercher aussi une étape sur des Giro, en vrai, c'est possible encore. C'est ça, c'est ça. Bon, bah, voilà, merci Paul pour, d'être passé sur l'émission et puis merci à tous ceux qui étaient dans le chat. Désolé, on n'a pas trop répondu à vos messages, mais on va le faire maintenant, chacun de notre côté. Et puis, je vous propose aussi, pour la prochaine émission d'ajouter une quatrième partie. On peut répondre à vos questions. Donc si vous avez des questions, mettez-les-nous, en commentaire, soit de la vidéo YouTube, soit sur, TikTok et on sélectionnera, 1 ou 2 pour la prochaine émission. On y répondra, dans la vidéo. Bah, merci beaucoup à Paul, d'avoir, participé, et d'avoir apporté, tout ce que tu avais à dire. C'était super intéressant de faire ça avec toi et puis trop hâte de voir, ce que tu vas nous faire comme contenu donc pour Cologne, la capsule et puis surtout sur les cadeaux de Dunkerque, cette semaine. Ouais, bah, ouais, je vais essayer de sortir un peu tout ça là, ouais, pour Cologne, on va essayer de se faire une belle petite vidéo sur l'arrivée, le posage de ligne et après Dunkerque, en espérant que ça se passe plutôt bien. Les petites immersions, je croise les doigts avec Cofidis, ça va être plutôt sympa, je pense aussi, ouais. Trop hâte. Allez, gros bisous à tout le monde. Ciao. Ouais, salut Kurt.